Les papiers du divorce tremblaient dans ma main, tandis que j'observais le visage de mon mari. Pas de chagrin ni de regret, mais de l'effort qu'il me fallait pour ne pas sourire. « J'emporte toutes mes affaires personnelles avec moi », dis-je d'un ton posé. Sa maîtresse soupira, admirant ma maison de créateur, sans savoir ce que demain lui réserverait. Les maisons vides ne mentent jamais. Élise Moreau se tenait au milieu du vaste salon baigné d'une lumière douce, filtrée par les grandes baies vitrées qu'elle avait elle-même dessinées 18 ans plus tôt. À 41 ans, elle s'apprêtait à tourner une page qui avait occupé presque la moitié de sa vie adulte. Le silence de la maison accentuait chaque geste, chaque respiration, comme si les murs attendaient encore de comprendre ce qu'il adviendrait d'eux. Les cartons soigneusement empilés dans un coin révélaient son départ imminent. Pourtant, elle n'avait pas l'air d'une femme en fuite, mais plutôt d'une architecte qui venait de terminer un projet, prête à laisser son œuvre derrière elle. Son divorce avec Paul avait été officialisé quelques jours auparavant, et la signature sur les papiers n'avait pas provoqué le fracas que certains auraient pu imaginer. Tout s'était déroulé calmement, presque sereinement, comme si la séparation n'était qu'une étape logique après des années où leur chemin s'était lentement écarté. Elle avait choisi de ne prendre que ses affaires personnelles, ses livres préférés, quelques vêtements, ses carnets de croquis et les outils de son métier. Le reste, elle l'avait laissé derrière elle, comme pour rappeler que certaines choses appartenaient davantage à un lieu qu'à une personne. La maison avait été le fruit d'un rêve partagé. Élise s'était lancée dans sa conception avec la passion et la rigueur qui la caractérisaient. Elle avait pensé chaque pièce, chaque ouverture, chaque proportion en fonction de la vie qu'elle et Paul allaient y mener. Ensemble, ils avaient voulu un espace lumineux, chaleureux, fonctionnel mais aussi poétique, où les volumes créeraient un rythme à la fois moderne et intime. 18 années plus tard, elle constatait que le lieu avait tenu ses promesses, même si le mariage n'avait pas su en faire de même. Marchant lentement dans le couloir, elle effleurait du bout des doigts les murs blancs, lisses, comme pour saluer une dernière fois les lignes de sa propre écriture. Elle s'arrêta devant la chambre principale, dont la fenêtre donnait sur le jardin qu'ils avaient aménagé ensemble. Les rosiers, encore verts malgré la fin de l'été, semblaient insensibles aux bouleversements humains. Elle soupira doucement, consciente que ce décor continuerait d'exister sans elle. Le contraste entre l'espace presque vide et les souvenirs qui l'habitaient lui rappelait à quel point une maison pouvait être un témoin discret des vies qui la traversent. Dans le salon, elle remarqua la cheminée de pierre claire, autour de laquelle avait eu lieu tant de conversations, de repas partagés, de soirées paisibles ou tendues. Elle se souvint de Paul, assis dans le fauteuil près de l'âtre, lisant silencieusement tandis qu'elle dessinait sur la table basse. Ces images n'étaient pas douloureuses, mais elles possédaient une gravité douce, une tonalité mélancolique qui ne demandait ni oubli ni regret, seulement reconnaissance. Élise avait choisi de quitter cette maison sans drame. Elle ne voulait pas la transformer en symbole de perte, mais en étape révolue. Pour elle, il n'y avait pas de rancune, seulement une acceptation lucide du temps qui passe et modifie les liens. Elle savait qu'en partant, elle laissait derrière elle une partie de son identité, mais aussi la possibilité de se réinventer ailleurs. Avant de fermer une boîte de carton, elle s'arrêta sur un petit objet familier, un porte-clés en bois qu'elle avait acheté lors d'un voyage en Provence, gravé de 2 initiales qui aujourd'hui ne se liaient plus de la même manière. Elle le glissa dans sa poche, non pas comme un souvenir du couple, mais comme une trace de la personne qu'elle avait été. Car même si Paul restait désormais dans son passé intime, elle demeurait, elle, entière, avec ses choix, ses erreurs et ses réussites. Dans l'air immobile, la maison semblait l'accompagner dans ce dernier instant. Les grandes poutres du plafond, la cuisine ouverte aux lignes modernes, les escaliers sobres menant à l'étage, tout rappelait la force d'un projet pensé à deux. Mais désormais, cet espace allait continuer son histoire sous d'autres regards. Élise n'avait plus de rôle à y jouer. Elle prit une inspiration profonde, posa la main sur la poignée de la porte d'entrée et observa une dernière fois le volume lumineux du salon. Un léger sourire se dessina sur son visage. Ce lieu ne lui appartenait plus, mais il n'était pas perdu. Il avait été une étape et elle avait désormais d'autres espaces à inventer. Quand elle franchit le seuil, elle n'entendit pas de claquement sec ni de fermeture dramatique. La porte se referma doucement derrière elle, comme si la maison elle-même respectait le calme avec lequel elle choisissait de partir. Élise revint dans la maison une dernière fois, le matin suivant, afin de récupérer 2 ou 3 objets qu'elle avait oubliés dans un placard. L'air était plus frais que la veille et, à travers les baies vitrées, la lumière se déposait avec une intensité différente, presque tranchante. Elle monta rapidement à l'étage, rangea les petites choses manquantes dans un sac en toile, puis redescendit avec lenteur. Elle sentait que chaque pas marquait un au revoir plus concret, comme une signature invisible sur les murs. Elle se laissa guider jusqu'au salon, où son regard s'arrêta sur une étagère basse, près de la fenêtre. Là,
Posé entre deux livres qu'elle avait décidé de laisser, se trouvait un petit cadre photo. L'image représentait une après-midi simple, un pique-nique au bord de la Saône. Paul y souriait, plus jeune, ses lunettes légèrement de travers, tandis qu'elle regardait ailleurs, concentrée sur quelque chose hors du champ. C'était une photo sans prétention, que seule elle aurait pu trouver digne d'être gardée. Elle la prit entre ses mains, hésita longuement, puis la reposa, mais à l'envers. Le geste n'était pas calculé, ni théâtral. Il naquit d'une intuition calme, comme si retourner cette image suffisait à marquer une frontière. Le souvenir n'était pas effacé, seulement mis de côté, rendu muet. Elle se dirigea ensuite vers le couloir et s'arrêta devant une porte fermée, celle de la pièce qui avait été son atelier. Durant des années, elle y avait dessiné, peint, parfois même lu à voix haute les passages de romans qui la touchaient, pour entendre résonner leurs mots contre les murs clairs. Ce lieu avait été son refuge, son coin d'indépendance à l'intérieur d'une vie partagée. Elle introduisit la clé dans la serrure, ouvrit légèrement, observa les meubles restés en place, la table tachée d'encre, les croquis abandonnés sur une planche. Elle sentit un pincement doux au cœur, non pas de tristesse, mais de gratitude. Puis, sans rien dire, elle referma la porte et verrouilla la serrure. Elle fit glisser la clé dans sa poche, comme pour l'emporter avec elle. Mais arrivée dans l'entrée, elle s'arrêta. Elle sortit la clé, la plaça bien en évidence sur le rebord du meuble où l'on déposait autrefois les lettres, et la laissa là. C'était son dernier cadeau à Paul, un espace fermé, mais qui lui appartenait désormais, libre à lui de l'ouvrir ou de le laisser intact. Lorsque Paul arriva en fin de journée, il trouva la clé posée sur le meuble. La maison lui parut différente, comme si un silence nouveau s'y était installé. Il s'avança dans le salon et remarqua le cadre photo retourné. Il comprit aussitôt que ce geste discret était un message. Élise n'avait pas détruit le passé, mais elle l'avait rendu muet. Elle lui avait donné une forme d'ombre respectueuse. Paul prit la photo, la regarda un instant, puis la reposa exactement comme elle l'avait laissée, retournée. Il ne voulait pas briser le sens de ce signe silencieux. Le soir même, Julie le rejoignit. Elle n'avait pas encore pleinement intégré la maison, se sentant toujours un peu étrangère entre ses murs. Elle remarqua la clé posée et demanda à Paul ce qu'elle ouvrait. Il expliqua que c'était l'atelier d'Élise et qu'elle avait sans doute voulu lui en confier l'accès. Julie proposa de l'ouvrir ensemble, mais Paul refusa doucement. « Pas ce soir ?» dit-il, presque à voix basse. Elle le regarda avec curiosité, puis n'insista pas. Les jours suivants, le cadre photo retourné resta à sa place. Personne ne jugea bon de le remettre droit. La clé demeura également là, comme un objet en suspens, qui semblait attendre une décision. Julie, un matin, alors qu'elle rangeait des fleurs fraîches dans un vase, passa devant et se surprit à tendre la main pour la prendre. Mais elle se retira aussitôt, sans même l'avoir effleurée, comme si elle avait senti qu'elle ne lui appartenait pas encore. La maison commençait déjà à s'organiser différemment autour d'eux. Les pièces autrefois vivantes paraissaient contenir une mémoire muette qui influençait leurs gestes. Julie s'assit un soir avec Paul pour lui parler de ses impressions. Elle expliqua qu'elle se sentait entourée de choix qu'elle n'avait pas faits et que même la lumière de la maison lui semblait pensée pour quelqu'un d'autre. Paul, au lieu de la rassurer, resta silencieux un long moment. Puis il finit par lui dire qu'il fallait du temps, que cette maison avait été conçue avec trop de précision pour qu'on puisse la remodeler du jour au lendemain. Julie acquiesça, mais dans son regard brillait une inquiétude légère. Elle comprenait que cette maison ne serait jamais une page blanche. Chaque objet, chaque détail semblait contenir une parole silencieuse laissée par Élise. Et même les gestes les plus simples, retourner un cadre, laisser une clé, prenaient une dimension symbolique, comme si la maison leur rappelait qu'elle avait déjà une histoire avant eux. Cette tension discrète s'installa dans leur quotidien. Paul, absorbé par son travail, n'y prêta pas immédiatement attention, mais Julie, plus sensible à l'ambiance des lieux, commença à percevoir que la maison leur imposait un rythme particulier. Le salon, vaste et lumineux, restait étrangement froid le soir. La cuisine, pourtant moderne et pratique, lui paraissait trop ouverte, comme si elle manquait d'intimité. À plusieurs reprises, elle tenta de déplacer des objets, de donner une autre tonalité à l'espace, mais ses efforts semblaient se perdre dans l'immensité de la conception originale. Un dimanche, alors qu'il prenait le petit déjeuner, Julie observa encore une fois la clé et demanda « Tu comptes ouvrir cette pièce, un jour ?» Paul leva les yeux de son journal et répondit simplement « Quand j'en aurai envie ». Ce ton, à la fois détaché et ferme, fit naître en elle une impression qu'il s'agissait de quelque chose qui ne lui appartenait pas, une intimité qu'elle n'aurait peut-être jamais le droit de partager. La maison, désormais, ne résonnait plus seulement du silence du départ d'Élise. Elle se remplissait d'un autre silence, celui des gestes suspendus, des décisions repoussées,
des symboles laissés en suspens. Et dans ce silence, Julie commençait à sentir que son rôle dans ce nouvel espace ne serait pas aussi simple qu'elle l'avait imaginé. La première semaine où Paul et Julie vécurent ensemble dans la maison sembla commencer sous de bons auspices. Julie avait posé ses valises dans la chambre principale et disposé quelques vêtements dans l'armoire, mais sans vraiment en occuper l'espace. Le parfum de ses crèmes et de ses foulards en soie se mêlait à une odeur persistante de bois et de pierre qui semblait résister à toute nouveauté. Paul, de son côté, tentait de lui donner une place, mais son attitude oscillait entre bienveillance et distraction. Comme si la maison, avec son organisation stricte, l'absorbait malgré lui, l'empêchant de se consacrer entièrement à sa nouvelle compagne. Julie remarqua rapidement que certains recoins lui échappaient. La salle à manger, vaste, lui paraissait glaciale malgré la chaleur du chauffage. La table en bois massif, choisie autrefois par Élise, trônait au milieu de la pièce et semblait lui rappeler, à chaque repas, qu'elle n'avait pas participé à cette décision. Lors d'un dîner avec Paul, elle tenta une remarque légère. « On pourrait mettre une nappe colorée, tu crois? Ou changer les chaises pour quelque chose de plus confortable. » Paul haussa les épaules, répondit vaguement. « Oui, peut-être. » Mais il n'entreprit rien. Ce décalage commença à peser sur Julie. Les soirs, lorsqu'elle s'installait dans le salon, elle avait l'impression que le canapé ne l'accueillait pas vraiment. Elle changea de place plusieurs fois, essayant de trouver un angle qui lui conviendrait, mais chaque coin semblait déjà occupé par une habitude invisible. Le fauteuil près de la cheminée, par exemple, la dérangeait sans qu'elle puisse expliquer pourquoi. Elle y posa un coussin neuf pour tenter de l'adoucir, mais chaque fois qu'elle passait devant, elle avait la sensation que ce fauteuil refusait son intervention. Paul, absorbé par son travail, ne perçut pas immédiatement le malaise de Julie. Le matin, il partait tôt pour son bureau, revenait en fin d'après-midi et se laissait happer par ses dossiers. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, Julie s'avança. « Je me sens un peu étrangère ici, comme si tout avait été pensé pour quelqu'un d'autre. » Paul, surpris, la regarda un instant avant de répondre. « C'est normal, il faut du temps pour que tu fasses à toi ce lieu. » Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas si simple. Les premiers inconforts se multiplièrent. La cuisine, pourtant moderne, semblait peu fonctionnelle aux yeux de Julie. Les tiroirs contenaient encore des ustensiles qu'elle n'avait pas choisis. Les rangements paraissaient pensés pour une logique qu'elle n'avait pas apprise. Préparer un repas lui demandait plus d'efforts qu'ailleurs. Un soir, exaspérée, elle fit tomber une casserole et déclara « Tout est fait pour me compliquer la vie. » Paul tenta de la calmer, mais ces mots « Tu Y fera, c'est tout » sonnèrent comme une excuse paresseuse. Un samedi, ils décidèrent d'inviter 2 amis de Julie pour un déjeuner. Elle voulait montrer qu'elle pouvait s'approprier l'espace. Elle disposa des fleurs sur la table, apporta de nouveaux verres, plaça des serviettes colorées. Mais lorsque les invités arrivèrent, ils s'exclamèrent aussitôt « Quelle maison incroyable! Tout respire la touche d'une architecte. » Julie, forcée de sourire, sentit que chaque compliment adressé à l'endroit revenait en réalité à Élise. Pendant le repas, l'un d'eux demanda si elle avait participé à la décoration. Elle dut avouer que non, que tout avait été conçu bien avant. Le silence qui suivit pesa sur elle comme une humiliation discrète. Après le départ des invités, elle se réfugia dans la chambre et s'assit sur le lit. Paul entra, essaya de la rassurer. « Ne prends pas ça personnellement, il ne voulait pas te blesser. » Mais Julie secoua la tête. « Ce n'est pas ce qu'ils ont dit, c'est ce que la maison raconte. On dirait qu'elle n'a pas besoin de moi, qu'elle se suffit à elle-même. » Paul ne sut quoi répondre. Il resta debout, observant la grande fenêtre qui donnait sur le jardin, comme s'il cherchait une réponse dehors. Le malaise s'installa alors plus ouvertement. Julie commença à éviter certaines pièces. Elle préférait rester dans la chambre ou sortir se promener plutôt que de s'asseoir dans le salon. Les soirées à 2, censées être intimes, se transformaient en moments silencieux, chacun absorbé dans ses pensées. Paul, de plus en plus, ressentait la nostalgie des jours passés, non pas par amour pour Élise, mais parce qu'il percevait que la maison avait été le théâtre d'une stabilité disparue. Julie, au contraire, voyait dans chaque recoin un rappel qu'elle n'était qu'une intruse. Un soir de pluie, alors qu'il dînait en silence, Julie posa soudain sa fourchette et déclara « J'ai l'impression que même les murs me regardent comme si je n'étais pas à ma place. » Paul fronça les sourcils, un peu agacé. « Tu dramatises. » Mais elle insista. « Non, c'est plus fort que moi. Rien ne me correspond ici. Même quand je change quelque chose, ça me semble provisoire, comme si la maison allait tôt ou tard retrouver son état d'avant. » Paul, cette fois, ne trouva aucune réplique. À partir de ce soir-là, un fossé invisible se creusa entre eux. Julie continua d'essayer,
apportant de petits objets, déplaçant des cadres, achetant des plantes. Mais chaque tentative semblait se dissoudre dans l'architecture, comme si la maison refusait d'adopter une nouvelle identité. Paul, lui, oscillait entre irritation et résignation. Il ne voulait pas admettre que cette maison, qu'il avait défendue comme un symbole de continuité, devenait un obstacle dans sa nouvelle relation. Leurs routines quotidiennes commencèrent à refléter ce malaise. Julie prenait ses petits déjeuners seule, installée dans la cuisine, tandis que Paul restait dans le salon avec son café et ses journaux. Les repas étaient plus courts, les conversations plus rares. La maison, silencieuse, semblait accentuer chaque distance. Un dimanche matin, Julie, fatiguée, lança « Et si on partait quelques jours ailleurs ?» juste pour respirer, changer d'air. Paul, après un long silence, répondit « On pourrait, mais ce serait fuir. Et moi, je ne veux pas fuir cette maison. » Ces mots, bien que prononcés sans colère, sonnèrent comme un verdict. Julie comprit alors qu'elle était en lutte non seulement contre l'ombre d'Élise, mais aussi contre l'attachement profond de Paul à ce lieu. La maison, dès lors, cessa d'être neutre. Elle devint une présence constante dans leur quotidien, non pas hostile mais encombrante, imposant ses règles muettes et ses souvenirs incrustés. Et dans cette lutte silencieuse, Julie commençait à perdre confiance en la possibilité d'appeler ce lieu chez elle. Les jours s'écoulaient avec une régularité apparente, mais sous la surface, la tension entre Julie et la maison grandissait. Elle décida un matin de prendre les choses en main. Persuadée que la meilleure manière de se sentir chez elle serait de transformer l'espace, de lui donner une touche qui lui appartiendrait. Armée d'un catalogue de décorations contemporaines, elle choisit de petites lampes, des tapis au ton chaleureux, des rideaux plus épais que ceux qu'Élise avait laissés. Elle imagina que ces changements modestes suffiraient à imprimer sa marque. Quand les nouveaux rideaux furent installés dans le salon, Julie ressentit une satisfaction passagère. Pourtant, en fin de journée, alors que la lumière du soir traversait le tissu, elle eut l'impression que la pièce n'avait pas changé. Le volume, la disposition des fenêtres, la rigueur des proportions écrasaient ses efforts. Paul rentra du travail et remarqua les rideaux, mais son commentaire fut neutre. « Oui, ça change un peu. » Ce « un peu » résonna pour elle comme une défaite. Déterminée à aller plus loin, elle proposa un dimanche de déplacer certains meubles. Elle expliqua qu'une nouvelle disposition pourrait rendre le salon plus convivial. Paul, d'abord réticent, accepta pour lui faire plaisir. Ensemble, ils déplacèrent le canapé, tournèrent la table basse, déplacèrent la bibliothèque contre un autre mur. Mais après 2 heures d'effort, ils reculèrent pour observer. La pièce paraissait déséquilibrée, comme si l'harmonie initiale refusait d'être perturbée. Paul se gratta la nuque, hésitant à le dire. Finalement, il déclara « On dirait que ça ne fonctionne pas. Tout semble à contre-courant. » Julie, frustrée, céda « Alors remets tout comme avant. » Le conflit n'éclata pas en dispute ouverte, mais il se cristallisa dans des gestes quotidiens. Julie, en préparant le dîner, déposait les assiettes avec plus de bruit qu'à l'habitude. Paul, en lisant, tournait les pages avec une lenteur étudiée, comme s'il voulait éviter toute provocation. Le silence, une fois encore, devenait leur langage principal. La maison, avec ses proportions précises, accentuait cette froideur. Un soir, Julie exprima enfin ce qu'elle ressentait. « J'ai l'impression que chaque fois que je veux apporter quelque chose de moi ici, tout se retourne contre moi, comme si la maison me rejetait. » Paul soupira, visiblement fatigué de ce discours. « Tu donnes trop de pouvoir au mur. Ce ne sont que des pierres et du bois. » Mais elle insista. « Non, ce sont des choix qui ne sont pas les miens. » Paul ne répondit pas et le silence s'étendit à nouveau. Julie chercha alors refuge dans de petites touches personnelles. Elle plaça une photographie d'elle et de ses parents sur une étagère de la chambre, disposa un livre de poésie sur la table de chevet, alluma une bougie parfumée dans la salle de bain. Mais chaque fois, elle avait la sensation que ces ajouts n'étaient que des visiteurs éphémères dans un décor qui ne leur appartenait pas. Un soir, elle retrouva la bougie éteinte avant même qu'elle ait pu brûler complètement. Paul avait sans doute soufflé dessus en passant, sans malice, mais pour elle, c'était comme si le lieu refusait cette intrusion. Paul, de son côté, se sentait de plus en plus partagé. Il voulait offrir à Julie une place réelle, mais il ne pouvait ignorer la cohérence de l'espace conçu par Élise. Chaque tentative de modification semblait un affront à ce travail d'architecte qu'il respectait encore, malgré la séparation. Lors d'un dîner, il avoua à Julie « Tu sais, quand nous avons construit cette maison, tout a été pensé avec une logique. Chaque détail répond à un autre. Ce n'est pas simple d'y changer quoi que ce soit sans casser l'ensemble. » Julie répliqua « Ah mère, alors je fais quoi? Je vis dans un musée ?»
Paul baissa les yeux vers son assiette, incapable de trouver une réponse. Cette divergence s'exprima plus clairement lorsqu'ils abordèrent l'idée de repeindre une pièce. Julie proposa de changer la couleur d'un mur dans la chambre pour rompre la neutralité. Paul réagit vivement. Non, pas ce mur. La lumière a été calculée pour cette teinte. Si tu changes ça, tout l'équilibre disparaît. Julie resta bouche bée, puis murmura. Tu parles comme si Élise était encore là. La remarque fit naître un malaise si profond qu'il terminait le repas en silence. Dans les jours qui suivirent, Julie tenta une autre stratégie. Elle invita une amie à venir prendre un café, espérant que la présence de quelqu'un d'extérieur donnerait à la maison une respiration différente. L'amie, émerveillée, complimenta chaque détail de l'architecture, s'extasiant devant les proportions et l'harmonie des volumes. Julie sourit poliment, mais à l'intérieur, elle se sentait effacée. Quand l'amie partit, elle dit à Paul, « Tu vois, même mes proches voient cette maison comme l'œuvre d'une autre femme. Comment veux-tu que je trouve ma place là-dedans ?» Paul, à bout, répondit sèchement, « Peut-être que tu cherches trop à lutter. Peut-être qu'il faut accepter ce qui est. » Julie se leva sans rien dire et monta à l'étage. Le conflit ne prenait pas la forme de cris ou de ruptures immédiates. Il se manifestait dans cette usure quotidienne, dans ces dialogues qui s'achevaient sans solution. Le passé, incarné par la maison et les choix d'Élise, s'imposait sans violence, mais avec une constance implacable. Le présent, représenté par Julie, cherchait une brèche pour s'affirmer, sans parvenir à percer cette surface solide. Une nuit, Julie se réveilla en sursaut. Elle s'assit sur le lit et observa la chambre plongée dans la pénombre. Les lignes parfaites du plafond, les angles nets des fenêtres, tout semblait intact, indifférent à sa présence. Elle se tourna vers Paul, endormi à côté d'elle, et sentit une solitude immense. Ce n'était pas lui qu'elle rejetait, mais cette maison qui refusait obstinément de devenir la leur. Elle comprit alors que le conflit n'était pas seulement entre elle et Paul, mais entre elle et une mémoire architecturale trop puissante pour être effacée. Ce constat resta silencieux, enfoui en elle, mais il imprégna désormais chacun de ses gestes. Elle vivait dans un espace où le passé et le présent se disputaient sans jamais se rencontrer, et elle pressentait déjà que cette bataille invisible ne pourrait durer éternellement. Un matin d'automne, Julie décida de s'attaquer enfin à la pièce qui lui échappait depuis son arrivée, l'ancien atelier d'Élise. La clé restait sur le meuble de l'entrée, comme un rappel muet de ce qu'elle n'avait pas encore osé affronter. Paul, absorbé par une réunion matinale à son bureau, n'était pas là pour la retenir. Elle prit la clé entre ses doigts et resta immobile quelques secondes, comme si le simple contact avec le métal lui imposait un choix. Puis elle inspira profondément et marcha vers la porte au fond du couloir. La serrure tourna sans difficulté. La porte s'ouvrit sur un espace figé, comme si le temps s'était arrêté le jour où Élise l'avait quitté. La pièce n'était pas complètement vide. Une grande table de travail occupait le centre, couverte de taches de peinture séchée et d'éclats de graphite. Contre le mur, une étagère ployait sous le poids de boîtes, de carnets et de rouleaux de papier. La lumière entrait par une fenêtre haute, traversant un rideau de poussière qui dansait dans l'air. Julie avança prudemment, effleurant du regard chaque détail, attentive comme une intruse qui découvre un sanctuaire. Sur la table, parmi des feuilles éparses, un carnet attira son attention. Sa couverture de cuir était usée et une ficelle enroulée autour le maintenait fermé. Julie hésita, puis finit par le dénouer. À l'intérieur, elle découvrit des croquis d'intérieur, certains précis et techniques, d'autres plus libres, presque poétiques. Des annotations accompagnaient les dessins, réflexions sur la lumière, sur la manière dont une pièce pouvait influencer l'humeur d'une personne, sur l'importance de laisser respirer un espace. Plus elle tournait les pages, plus elle sentait qu'Élise avait conçu les lieux non seulement avec une logique d'architecte, mais avec une intention intime, presque philosophique. Une phrase, écrite à l'encre sombre, arrêta Julie. Toute maison porte les choix que ses habitants n'ont pas faits. Elle relut ces mots plusieurs fois, troublée. Que voulait dire Élise? Que l'architecture révèle autant ce que l'on décide que ce que l'on évite. Julie regarda autour d'elle. Les angles nets, les proportions parfaites, la disposition rigoureuse des éléments, tout semblait répondre à cette idée. Cette maison était une accumulation de décisions assumées et d'absences volontaires, un langage silencieux que Julie commençait seulement à déchiffrer. Elle continua à feuilleter le carnet et découvrit des réflexions plus personnelles, des notes sur la solitude nécessaire pour créer, sur l'importance de ménager des espaces où chacun peut se retirer sans être dérangé. Elle reconnut dans ces mots la description de ce même atelier, conçu comme un refuge pour Élise. Julie, assise sur le tabouret en bois, sentit un mélange d'admiration et de malaise. Elle avait toujours considéré cette maison comme une prison construite par une autre femme,
Mais elle découvrait à présent qu'il s'agissait aussi d'une lettre ouverte, d'une tentative de dialogue à travers les murs et les volumes. Quand Paul rentra le soir, elle décida de ne pas tout lui révéler immédiatement. Mais au dîner, elle lança une phrase qui l'intrigua. « Tu sais, je crois que cette maison ne parle pas seulement d'Élise. Elle parle aussi de vous deux. » Paul leva les yeux de son assiette, surpris. « Pourquoi tu dis ça ?» Julie hésita, puis répondit « Parce que rien ici n'est laissé au hasard. Chaque détail semble chargé de sens, comme si vos vies avaient été inscrites dans l'architecture elle-même. » Paul, gêné, tenta de minimiser. Élise était perfectionniste, c'est tout. Mais au fond, ses yeux trahissaient qu'il comprenait la justesse de l'observation. Les jours suivants, Julie retourna plusieurs fois dans l'atelier, discrètement. Elle s'asseyait devant le carnet, relisait les notes, observait les croquis. Elle découvrit que certains dessins représentaient non pas des pièces construites, mais des espaces imaginés, une cuisine plus intime, une chambre aux teintes chaudes, un petit jardin intérieur qui n'avait jamais vu le jour. Ces absences résonnaient étrangement avec sa propre impression de manque, comme si Élise avait volontairement laissé de côté certaines envies et que ses non-choix habitaient encore la maison en creux. Un soir, Julie montra une page à Paul. C'était un croquis d'une bibliothèque arrondie, intégrée dans un mur avec des sièges en alcôve. « Ça n'existe pas ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Paul observa attentivement. Non, elle n'a jamais eu le temps de réaliser ça. Elle disait que ce serait peut-être pour plus tard. Julie reposa le carnet, silencieuse. Le plus tard appartenait désormais à un autre temps, mais elle sentait que l'idée flottait encore dans l'air, comme une promesse inachevée. Peu à peu, Julie commença à voir la maison différemment. Elle cessa de la considérer uniquement comme une forteresse étrangère. Elle y percevait désormais une intention subtile, une sorte de discours intérieur laissé par Élise, qu'elle était la seule à lire à ce moment-là. Cela ne réduisait pas son malaise, mais lui donnait une profondeur nouvelle. Ses insomnies, ses frustrations trouvaient un écho dans ses mots. Toute maison porte les choix que ses habitants n'ont pas faits. Elle se demanda quels choix elle-même avait laissés en suspens, et si la maison les reflétait aussi. Cette révélation transforma ses conversations avec Paul. Elle devint plus attentive à ses silences, plus curieuse de ses souvenirs liés à la construction. Un soir, elle lui demanda « Quand vous avez conçu cette maison, as-tu eu l'impression de renoncer à quelque chose ?» Paul resta songeur, but une gorgée de vin et répondit « Peut-être. J'aurais voulu un espace plus simple, plus fonctionnel. Mais Élise pensait toujours en termes d'harmonie globale et j'ai fini par accepter. » Julie sourit tristement. « Alors même toi, tu vis avec des choix que tu n'as pas faits. » À partir de là, une fissure nouvelle apparut dans leur relation. Ce n'était plus seulement une lutte entre elle et Élise. C'était un constat partagé. Chacun d'eux, d'une manière différente, vivait dans les contours tracés par une volonté passée. La maison, loin d'être neutre, agissait comme un miroir de leur renoncement. Et cette prise de conscience, bien que discrète, fit naître en Julie une interrogation lancinante. Pouvait-elle vraiment trouver sa place dans un lieu qui lui rappelait chaque jour ce qu'elle n'avait pas choisi? L'automne avançait, et avec lui, une pesanteur nouvelle s'installait dans la maison. Julie, malgré ses découvertes dans l'atelier et les notes d'Élise, ne parvenait pas à se sentir en harmonie avec son quotidien. Les mots du carnet résonnaient en elle, mais au lieu de l'apaiser, ils l'éveillaient à une lucidité douloureuse. Elle ne se contentait plus d'observer la maison. Elle la scrutait, elle l'analysait, elle y cherchait des réponses à son propre malaise. Chaque détail, chaque choix architectural devenait un rappel silencieux de ce qu'elle n'était pas. Les soirées avec Paul se transformaient peu à peu en moments d'inconfort voilés. Assis ensemble dans le salon, ils se retrouvaient à parler de banalités, mais l'absence de profondeur pesait sur eux. Julie, un soir, osa poser la question qu'elle avait en tête depuis longtemps. « Est-ce que tu crois que tu aurais construit cette maison de la même façon si tu l'avais faite seule ?» Paul, pris au dépourvu, resta muet un moment. Puis il répondit avec un soupir. « Non, sûrement pas. Mais à l'époque, je ne voulais pas la construire seule. » Cette phrase, prononcée sans intention blessante, atteignit Julie comme une confirmation de ce qu'elle craignait. Elle vivait dans un lieu qui n'avait jamais été pensé pour elle, et Paul lui rappelait sans le vouloir qu'il n'avait pas souhaité d'indépendance dans sa création. Peu après, Julie commença à ressentir une lassitude quotidienne. Les gestes les plus simples, préparer un repas, choisir une pièce où s'installer, ranger ses affaires, lui demandaient une énergie disproportionnée. Elle avait l'impression que rien ne coulait de source, que tout exigeait une négociation invisible avec la maison. Un soir, alors qu'elle essayait de travailler sur son ordinateur dans la salle à manger, elle se leva brusquement, excédée, et lança « Je ne comprends pas pourquoi je me sens mal partout ici. »
comme si aucune pièce ne voulait de moi. Paul, assis non loin, releva la tête de ses papiers. Il la regarda avec une expression indécise, tiraillée entre le désir de l'aider et son incapacité à saisir pleinement ce qu'elle vivait. « Peut-être que tu te crées des barrières, Julie, murmura-t-il. Mais elle secoua la tête. « Non, ce n'est pas dans ma tête. C'est dans l'air, c'est dans l'espace. » À mesure que ces tensions grandissaient, Paul commença à ressentir une forme de nostalgie inattendue. Pas pour Élise en tant que femme, mais pour la stabilité qu'elle représentait. Il se surprenait parfois à repenser à des moments simples du passé où la maison semblait fonctionner sans effort, où les gestes quotidiens n'étaient pas chargés de questionnements. Julie, de son côté, percevait ses absences. Elle le surprenait, perdue dans ses pensées, et se demandait ce qu'il voyait quand il la regardait, elle ou une comparaison silencieuse avec ce qu'il avait perdu. Un dimanche après-midi, la tension éclata différemment. Julie avait proposé de déplacer quelques objets décoratifs dans la cuisine, espérant la rendre plus accueillante. Paul la laissa faire, mais lorsqu'elle voulut accrocher une petite étagère pour ses propres épices, il intervint. « Non, pas là, ça va casser la symétrie du mur. » Elle se retourna vivement. « La symétrie de quoi ? Ce mur est déjà froid, impersonnel. Et toi, tu veux que je continue à vivre dans une vitrine que je n'ai jamais choisie. » Paul, pris de court, répondit plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. « Tu ne peux pas tout effacer non plus. Cette maison a une logique. Si tu refuses de la voir, tu ne comprendras jamais comment y vivre. » Julie resta figée, les yeux humides, avant de quitter la pièce sans un mot. Le soir venu, ils s'installèrent dans le salon, mais le silence entre eux était devenu plus lourd que d'habitude. Julie finit par murmurer. « Tu sais ce que je ressens vraiment ? Comme si je vivais dans une maison qui te rappelle chaque jour que tu avais une vie avant moi. Et moi, je ne suis qu'une invitée prolongée. » Paul voulut protester, mais il se tut, car une partie de lui reconnaissait la vérité de ses paroles. Les semaines suivantes, Julie se replia sur elle-même. Elle passait plus de temps à l'extérieur, acceptant des invitations d'amis, travaillant dans des cafés, flânant dans des librairies. La maison devenait pour elle un lieu de passage, un espace qu'elle traversait plus qu'elle n'habitait. Paul, de son côté, sentait ce retrait et oscillait entre l'irritation et la résignation. Parfois, il se disait qu'il aurait dû vendre la maison dès le départ, commencer ailleurs. Mais à chaque fois qu'il y pensait, une résistance intérieure le paralysait, comme si céder la maison équivalait à admettre un échec plus grand encore. Une nuit, après une nouvelle dispute discrète mais pesante, Julie descendit seule dans le salon. Elle s'assit sur le canapé, regarda les murs éclairés par la faible lueur de la lampe et sentit une fatigue profonde. Sur la table basse, elle remarqua un autre carnet, plus petit, qui avait dû glisser entre deux livres. Elle l'ouvrit machinalement et tomba sur quelques notes techniques, des calculs, des croquis rapides. Rien de très personnel cette fois, mais l'un d'eux représentait une maison en coupe avec une annotation griffonnée. Les espaces ne mentent jamais. Ils révèlent toujours les absences. Julie resta longtemps à contempler ces mots. Ils résonnaient comme une sentence qui ne concernait pas seulement l'architecture, mais aussi sa relation avec Paul. Elle referma le carnet, reposa la main sur la couverture et ferma les yeux. Pour la première fois, elle comprit que sa difficulté d'adaptation n'était pas passagère, mais la manifestation d'une incompatibilité profonde. Ce n'était pas seulement une question de goût ou de décor. C'était une lutte entre deux temporalités, celle du passé, inscrite dans les murs, et celle du présent, qu'elle tentait d'incarner. Et dans ce combat silencieux, elle se sentait chaque jour un peu plus effacée. Paul, en la rejoignant plus tard, la trouva assise, immobile. Il voulut lui parler, mais son expression l'arrêta. Elle semblait ailleurs, comme si elle écoutait quelque chose qu'il ne pouvait pas entendre. Il s'assit à ses côtés et posa une main sur son épaule. Elle se tourna vers lui et dit doucement, « Tu ne vois pas ? Cette maison nous dit quelque chose. Et je ne sais pas si nous voulons entendre la même chose. » Leurs regards se croisèrent, chargés d'une tension qui ne criait pas mais pesait comme une vérité inexprimée. La maison, silencieuse, les entourait de son poids invisible. Et dans ce silence, ils savaient tous les deux que l'équilibre fragile de leur vie commune approchait d'un point de rupture. Élise avait quitté la maison depuis plusieurs semaines déjà, et la distance qu'elle avait imposée à cet espace autrefois central commençait à lui offrir un souffle inattendu. Son nouvel appartement, situé non loin du centre de Lyon, n'avait rien de comparable avec la demeure qu'elle avait conçue. Ici, les plafonds étaient plus bas, les pièces plus modestes, et les fenêtres donnaient sur une rue animée plutôt que sur un jardin. Pourtant, cette simplicité la rassurait. Elle n'avait plus à composer avec une architecture monumentale, ni avec le poids symbolique d'un lieu chargé d'histoire conjugale.
Elle pouvait enfin poser ses affaires sans craindre de contrarier une logique invisible. Dès son installation, elle entreprit de réaménager le petit 2 pièces avec l'œil méthodique qui avait guidé toute sa carrière. Mais, cette fois, elle ne cherchait pas à atteindre une perfection esthétique. Elle voulait du confort, de la chaleur et une flexibilité qui lui permettrait de changer d'avis au gré de ses envies. Elle repeignit un mur de la chambre d'un bleu profond, non pas pour obéir à une harmonie stricte, mais simplement parce que sa couleur lui évoquait un été passé au bord de la mer. Dans le salon, elle installa une bibliothèque bancale qu'elle avait récupérée d'une amie, et elle y plaça pêle-mêle des romans, des magazines et des carnets de croquis. Chaque détail portait la marque de sa spontanéité, loin de l'exigence qu'elle s'imposait autrefois. Très vite, ses amis remarquèrent ce changement. Claire, une collègue de longue date, passa la voir un soir et s'exclama « C'est drôle, chez toi maintenant, on se sent immédiatement à l'aise. Avant, dans ta maison, on avait toujours peur de déplacer un coussin. » Élise sourit, conscient que cette remarque contenait à la fois un compliment et un rappel. Elle servit 2 verres de vin et répondit « Peut-être que je n'avais pas compris qu'on peut créer sans vouloir tout contrôler. » Dans ce nouvel espace, Élise redécouvrit aussi le plaisir de la solitude choisie. Elle reprit contact avec des projets personnels qu'elle avait laissés en suspens. Elle ressortit ses carnets de dessin et se mit à croquer des intérieurs fictifs, des espaces qu'elle n'aurait jamais pu réaliser dans son ancienne vie. Certains dessins étaient fantaisistes. Un salon circulaire avec des fenêtres colorées, une cuisine ouverte sur une terrasse suspendue, un bureau tapissé de miroirs. Elle n'avait pas l'intention de transformer ses idées en projets concrets. Elle savourait simplement la liberté de dessiner sans contrainte, sans client, sans partenaire pour négocier chaque détail. Les soirées, qu'elle passait autrefois dans la grande maison silencieuse, prenaient une tonalité nouvelle dans son appartement. Elle s'asseyait près de la fenêtre, observant les passants, écoutant le bruit de la ville. Cette agitation extérieure la réconfortait. Elle n'était plus isolée dans un espace conçu pour deux, mais intégrée à un flux plus vaste. Elle se surprenait parfois à sourire en voyant des inconnus discuter sur le trottoir ou en entendant un voisin jouer maladroitement du piano. Cette proximité lui rappelait qu'elle n'était plus prisonnière d'un cadre trop rigide. Peu à peu, son cercle social se réactiva. Elle accepta plus volontiers les invitations, retrouva des collègues pour des expositions, se lança même dans des ateliers collectifs où chacun partageait ses idées créatives. Lors d'une de ces rencontres, un jeune designer lui demanda de l'aide pour peaufiner un projet. Élise, flattée, accepta et passa plusieurs soirées à réfléchir avec lui. Elle retrouva alors une énergie qu'elle croyait éteinte, celle de transmettre, d'échanger, de collaborer sans pression. Dans sa vie personnelle, un apaisement s'installa également. Elle ne cherchait pas à combler le vide laissé par le divorce par une nouvelle relation. Au contraire, elle savourait l'indépendance retrouvée. Elle redécouvrait ses goûts, ses habitudes, sans compromis. Elle aimait se lever tôt, préparer un café fort, ouvrir son carnet et écrire quelques lignes avant de commencer la journée. Elle apprenait à s'écouter à nouveau, chose qu'elle avait négligée lorsqu'elle vivait à deux. Un après-midi de novembre, alors qu'elle feuilletait de vieux albums photos, elle tomba sur des images de la construction de la maison. On y voyait Paul, souriant, couvert de poussière après avoir aidé aux travaux, et elle-même, concentrée, un casque sur la tête. Ces souvenirs ne provoquèrent pas en elle de douleur, mais une forme de tendresse distante. Elle se dit à voix basse, c'était une autre vie. Puis elle referma l'album et le rangea dans une boîte. Elle ne voulait pas effacer son passé, mais elle refusait qu'il dicte son présent. Élise remarqua aussi qu'elle se sentait plus proche de certaines émotions qu'elle avait longtemps refoulées. Elle riait plus facilement. Elle s'autorisait à être mélancolique sans honte. Une amie lui fit remarquer « On dirait que tu respires enfin ». Et Élise comprit que cette impression n'était pas fausse. En quittant la maison, elle n'avait pas seulement tourné la page d'un mariage. Elle avait retrouvé un rythme intérieur qui lui manquait depuis longtemps. Son appartement devint rapidement un lieu de passage pour ceux qui l'entouraient. Des amis venaient dîner, des collègues passaient pour discuter d'un projet. Parfois même des voisins frappaient à sa porte pour partager un café. Chaque visite remplissait l'espace de chaleur humaine, contrastant avec la solennité silencieuse de son ancienne demeure. Un soir, en rangeant la vaisselle après une soirée animée, Élise s'arrêta un instant et observa son salon encore en désordre. Des verres sur la table, des coussins déplacés, des éclats de rire qui semblaient flotter dans l'air. Elle pensa alors, c'est ça, un lieu vivant. Rien n'est figé. Elle comprit qu'elle n'avait plus besoin de contrôler chaque détail pour créer un espace harmonieux. L'harmonie venait des personnes, des instants, de la vie qui circulait librement. Élise ne se doutait pas encore que Paul, de son côté, traversait une période de doute et de nostalgie. Mais pour l'instant,
Elle se concentrait sur son propre chemin. Elle avançait, pas à pas, vers une existence plus légère, plus souple, où la maison qu'elle avait quittée ne représentait plus un fardeau, mais un chapitre clos. Et dans ce nouvel équilibre, elle entrevoyait déjà des horizons qu'elle n'aurait pas osé imaginer quelques mois plus tôt. Les semaines qui suivirent furent pour Paul un enchaînement de journées apparemment normales, mais traversées par une sourde agitation intérieure. Son travail d'ingénieur lui demandait rigueur et concentration, mais il se surprenait souvent à rester immobile devant son écran, le regard perdu dans le vide, incapable de se souvenir de ce qu'il devait faire. Ses collègues lui firent quelques remarques sur sa fatigue, et il répondait par un sourire évasif, prétendant que ce n'était qu'une mauvaise période. En réalité, la maison occupait son esprit bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Un soir, alors qu'il cherchait des documents administratifs dans un vieux classeur, il découvrit une chemise cartonnée qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, se trouvaient des courriers échangés avec Élise au moment de la construction de leur maison. Ce n'était pas de simples papiers techniques. Ils contenaient des lettres manuscrites où chacun écrivait ses impressions, ses doutes, ses envies pour leur futur foyer. Paul lut une première page où Élise évoquait la nécessité de concevoir un espace qui respire autant pour 2 personnes ensemble que pour chacune séparément. Plus loin, il tomba sur sa propre réponse, écrite dans une encre bleue aujourd'hui un peu pâlie. « Je veux que cette maison soit le prolongement de ce que nous sommes. Pas seulement un toit, mais une mémoire à construire. » Ces phrases le frappèrent de plein fouet. Il avait oublié à quel point il s'était impliqué à l'époque, à quel point il avait cru en ce projet partagé. Relisant ces lettres, il se vit jeune, enthousiaste, confiant dans la solidité d'une vie commune qui devait durer toujours. Une nostalgie l'envahit, mais elle n'était pas tournée vers Élise en tant que personne. Elle était dirigée vers une version de lui-même, plus sûre, plus claire dans ses choix. Assis seul dans le bureau, il resta longtemps à observer les feuilles éparpillées. Julie, ce soir-là, était sortie dîner avec une amie, et l'absence de bruit dans la maison accentuait le contraste entre ce qu'il lisait et ce qu'il vivait aujourd'hui. Il se demanda si, quelque part, il n'avait pas perdu plus que son mariage. Peut-être avait-il aussi perdu une partie de lui-même, celle qui croyait encore que les lieux pouvaient être porteurs d'avenir et non seulement de passé. Les jours suivants, Paul devint plus taciturne. Julie remarqua son silence, ses regards prolongés vers les murs, ses soupirs quand il traversait le salon. Elle essaya d'ouvrir la conversation. « Tu sembles préoccupé. Tu veux en parler ?» Paul haussa les épaules, répondit simplement « J'ai beaucoup de travail. » Mais Julie comprit qu'il s'agissait de toute autre chose. Un samedi, profitant d'une matinée pluvieuse, Paul décida de descendre au sous-sol où il avait entreposé plusieurs cartons au moment de la séparation. Il en ouvrit quelques-uns, retrouvant des objets oubliés, de vieilles maquettes, des plans, des échantillons de matériaux. Chaque élément rappelait la période intense de la construction de la maison. Il se souvint de la complicité qu'il avait partagée avec Élise dans ces moments, non pas en tant que couple amoureux, mais en tant que partenaire d'un projet commun. C'était cette complicité-là qu'il regrettait, bien plus que la vie conjugale elle-même. Dans l'après-midi, il remonta à l'étage et trouva Julie installée avec un livre dans le salon. Elle leva les yeux vers lui et remarqua son expression fatiguée. « Tu t'enfermes trop dans tes souvenirs ?» dit-elle doucement. Paul la regarda, hésita, puis répondit « Tu n'as pas tort. Mais parfois, je me dis que j'ai laissé filer quelque chose que je ne retrouverai jamais. » Julie ferma son livre, inquiète. « Tu parles de quoi? De ton mariage ?» Paul secoua la tête. « Pas seulement. De moi, de ce que j'étais capable de vouloir, d'imaginer. J'ai l'impression d'avoir perdu cette énergie. » Ce soir-là, leur dîner fut à nouveau silencieux, mais cette fois pour une raison différente. Julie sentait que Paul s'enfonçait dans un questionnement plus profond que leurs disputes habituelles. Elle ne savait pas comment l'aider, ni même si elle en avait encore la force. La crise de Paul se manifesta aussi dans ses habitudes. Lui qui avait toujours été méthodique, commença à accumuler des retards dans son travail. Il s'énervait plus facilement pour de petites choses, puis s'excusait aussitôt, conscient de son irritabilité. La maison, avec ses volumes parfaits, semblait se dresser comme un miroir impitoyable de son désarroi. Chaque pièce lui rappelait les promesses qu'il avait écrites autrefois et qu'il ne savait plus tenir. Un dimanche après-midi, il invita ses parents pour le déjeuner. Il espérait que leur présence redonnerait un peu de chaleur au lieu. Mais sa mère, en observant la maison, lâcha une phrase innocente. « On voit bien qu'Élise a laissé son empreinte partout. C'est magnifique. » Paul sourit mécaniquement, mais son estomac se serra. Julie, elle, baissa les yeux vers son assiette, sentant que ce commentaire confirmait son sentiment d'étrangeté. Le repas continua sans incident, mais l'atmosphère resta tendue. Après leur départ,
Paul monta seul à l'étage et resta longtemps debout devant la porte de l'atelier, sans entrer. Il posa sa main sur la poignée, mais se ravisa. L'idée de découvrir ce qu'Élise avait laissé derrière, elle l'attirait autant qu'elle l'effrayait. Il préféra redescendre et se servir un verre de vin, s'asseyant dans le fauteuil près de la cheminée. Il fixa les flammes qui dansaient et pensa à la phrase qu'il avait lue dans une des lettres. Une maison ne se construit pas seulement avec des murs, mais avec les choix que l'on ose faire. Cette phrase résonnait comme une accusation, car lui, aujourd'hui, ne faisait plus de choix. Il subissait. Dans les jours qui suivirent, Paul comprit qu'il devait confronter cette crise. Mais comment? Devait-il parler à Julie au risque de l'éloigner davantage? Devait-il chercher Élise pour obtenir des réponses, alors qu'elle semblait déjà avoir tourné la page? Ou devait-il se résoudre à accepter que cette maison, malgré toute sa beauté, n'était plus pour lui qu'un rappel constant de ce qu'il avait perdu en lui-même? Chaque option lui paraissait douloureuse. Chaque silence de la maison semblait accentuer le poids de son indécision. Et dans cette indécision, Paul sentait que quelque chose en lui se fissurait. Le mois de décembre s'annonçait, et avec lui, une atmosphère plus lourde dans la maison. Paul traversait encore cette période de doute, ces journées oscillant entre une routine professionnelle en perte de sens et des soirées où il évitait soigneusement les discussions trop profondes avec Julie. Elle, de son côté, se détachait peu à peu, cherchant à préserver son équilibre en dehors de ses murs, fréquentant ses amis, multipliant les activités à l'extérieur. Leurs trajectoires intérieures semblaient diverger, même si, en apparence, ils continuaient à partager le même toit. Un soir, en rentrant du travail, Paul trouva sur la table de l'entrée un colis portant son nom. Le paquet était soigneusement emballé dans un papier kraft, sans fioriture et accompagné d'un petit billet plié. Son écriture lui fut immédiatement familière, Élise. D'un geste hésitant, il décolla le ruban adhésif et ouvrit le carton. À l'intérieur, il découvrit quelques objets qu'elle avait oubliés lors de son départ. Un foulard léger qu'elle portait souvent au printemps, une boîte de crayons de couleur qu'elle affectionnait et une petite pile de livres, principalement des recueils de poésie. Ces objets, modestes mais intimes, lui rappelaient instantanément des instants de vie partagés. Mais ce qui le bouleversa davantage fut le mot qui accompagnait le colis. Élise avait écrit d'une main posée. « Paul, ces choses m'appartiennent, mais elles ont passé trop de temps dans cette maison pour ne pas y laisser quelque chose de moi. Je préfère te les rendre et repartir d'un espace clair. La maison est à toi maintenant, mais prends-en soin comme tu prendrais soin de quelque chose que tu veux vraiment garder. » Paul resta longtemps immobile, le billet entre les doigts. Ce n'était ni un reproche, ni un adieu dramatique. C'était une invitation à la maturité, une façon de lui rappeler que ce lieu devait désormais devenir véritablement sien, et non une coquille remplie de souvenirs figés. Julie, qui arriva quelques minutes plus tard, le trouva encore debout près de la table, absorbé par sa lecture. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en posant son sac. « Un colis d'Élise » répondit-il simplement. Julie fronça légèrement les sourcils, mais ne dit rien. Elle observa les objets sur la table, les livres, le foulard. Tout cela lui rappelait encore une fois qu'une part invisible d'Élise continuait d'habiter l'endroit. Elle se sentit piquée d'un léger agacement, mais elle perçut aussi la gravité du silence de Paul. Au cours des jours suivants, Paul lut et relut la phrase du billet. Il commença à se demander ce que signifiait prendre soin de la maison comme de quelque chose qu'il voulait vraiment garder. Était-ce un appel à l'assumer enfin, à cesser de vivre dans la nostalgie, ou bien une manière subtile de lui rappeler qu'il devait y imprimer sa propre empreinte au lieu de rester prisonnier d'un héritage? Poussé par cette réflexion, il entreprit un geste inhabituel. Un samedi matin, il sortit les objets envoyés par Élise et les disposa dans une boîte qu'il rangea soigneusement au sous-sol, comme pour marquer la fin d'un cycle. Ensuite, il fit un tour complet de la maison, pièce après pièce, observant chaque détail. Mais cette fois, au lieu de les comparer au passé, il essaya de se demander ce qu'il voulait vraiment en faire. Dans la cuisine, il imagina un espace plus pratique, où il pourrait cuisiner sans se sentir prisonnier d'un décor. Dans le salon, il pensa à ajouter une table d'appoint, à réorganiser les fauteuils. Des idées simples, modestes, mais qui représentaient enfin un choix personnel. Julie remarqua ce changement. Lorsqu'elle le vit déplacer un meuble du salon, elle lui lança d'une voix prudente. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» Paul sourit, pour la première fois depuis longtemps. « Oui, pas pour effacer quoi que ce soit, mais pour que ça devienne enfin chez moi. » Julie, touchée par cette réponse, resta silencieuse. Elle sentit qu'un pas venait d'être franchi, mais elle ne savait pas encore si ce pas les rapprocherait ou les éloignerait. Les jours suivants, Paul continua dans cette direction. Il ressortit certains objets qu'il avait gardés de sa jeunesse, un vieux tourne-disque
quelques vinyles usés, une lampe de bureau qui n'avait rien d'esthétique mais qu'il appréciait pour sa lumière chaude. En les plaçant dans le salon et dans son bureau, il sentit une appropriation nouvelle. Julie observa ces ajouts avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. D'un côté, Paul semblait sortir de son inertie. De l'autre, elle comprenait que son mouvement intérieur ne passait pas forcément par elle. Un soir, Paul invita Julie à s'asseoir avec lui dans le salon. Le tourne-disque jouait une musique douce et la lumière tamisée donnait un aspect moins froid à la pièce. « Tu vois, dit-il, je crois que j'ai passé trop de temps à attendre que la maison m'accepte comme j'étais. Mais c'est à moi de lui donner un nouveau sens. » Julie acquiesça, mais son cœur se serra. Elle se rendait compte que Paul parlait surtout de lui, de sa relation à la maison, et beaucoup moins d'eux. Cette prise de conscience ouvrit en elle une fissure qu'elle n'osa pas exprimer. Elle sentait que Paul, en retrouvant une part de lui-même, s'éloignait paradoxalement de leur projet commun. Mais elle choisit de taire ses inquiétudes, au moins pour l'instant. Dans les jours qui suivirent, Paul continua ses ajustements. Rien de spectaculaire, mais chaque geste témoignait d'une volonté nouvelle. Changer l'emplacement d'une lampe, ranger différemment les livres, accrocher une photo de ses parents dans le couloir. À chaque pas, il sentait que la maison devenait moins un mausolée du passé et davantage un espace vivant. Et pourtant, derrière cette évolution positive, une tension restait palpable. Julie se demandait si elle faisait encore partie de cette transformation ou si elle assistait seulement au cheminement solitaire de Paul. Le colis d'Élise avait eu l'effet d'un déclic. Par son geste inattendu et sa phrase simple, elle avait redonné à Paul une responsabilité qu'il ne pouvait plus ignorer. Mais en même temps, ce déclic posait une question silencieuse. Pouvait-il reconstruire quelque chose de nouveau dans un lieu où l'histoire ancienne restait si présente? Et surtout, pouvait-il le faire aux côtés de Julie? La fin de l'hiver approchait, et avec elle, un air plus clair qui entrait par les fenêtres de la maison. Mais pour Paul, ce n'était pas seulement la lumière du dehors qui changeait. Quelque chose en lui se déplaçait, lentement, comme une plaque tectonique qui décide enfin de se mouvoir après des années d'immobilité. Le colis d'Élise, avec son mot à la fois sobre et chargé de sens, avait provoqué un déclic. Depuis ce jour, il ne pouvait plus regarder la maison avec les mêmes yeux. Il y voyait un espace qu'il devait habiter pleinement, même si cela signifiait transformer ce qui avait été pensé autrefois pour deux personnes différentes. Julie, elle, observait cette transformation avec une attention inquiète. Elle notait les gestes nouveaux de Paul, ranger des tiroirs qu'il avait laissés intacts depuis des mois, accrocher une nouvelle étagère dans le bureau, déplacer discrètement un fauteuil pour le rapprocher d'une lampe de lecture. Chacun de ces gestes, bien que banal en apparence, marquait une appropriation, comme si Paul réinventait sa relation à l'espace. Mais ce qui frappait Julie, c'était le fait qu'il accomplissait tout cela seul, sans la consulter, sans chercher à partager ses intentions. Elle sentait grandir en elle une distance, comme si elle assistait à un spectacle auquel elle n'était pas invitée. Un soir, la tension explosa dans un dialogue qui marqua un point de bascule. Julie rentra d'un week-end passé auprès de sa famille. Elle avait pris quelques jours loin de la maison, espérant revenir avec un regard neuf. Lorsqu'elle franchit la porte, elle eut l'impression d'entrer dans un lieu transformé. Le salon, réorganisé, affichait une simplicité nouvelle, moins de décorations héritées, plus d'objets personnels à Paul, notamment une photographie encadrée de son père et un vieux globe terrestre qu'il gardait depuis l'enfance. Elle resta immobile quelques instants, avant de demander « Tu as fait tout ça pendant que j'étais parti ?» Paul, assis dans son fauteuil, répondit calmement « Oui, j'avais besoin d'essayer quelque chose. » Julie avança dans la pièce, son regard parcourant chaque recoin. « Et moi, je ne fais pas partie de cet essai. » Sa voix tremblait légèrement. Paul posa son livre, la regarda droit dans les yeux et dit « Il fallait que je commence par moi. Si je n'arrive pas à habiter cette maison seule, je ne pourrai jamais y habiter avec quelqu'un d'autre. » Cette phrase tomba comme une pierre entre eux. Julie sentit une brûlure dans la gorge, mais elle ne répondit pas tout de suite. Elle s'assit sur le canapé, prit une profonde inspiration et déclara « Alors peut-être que tu ne veux pas vraiment habiter cette maison avec moi. » Paul secoua la tête, agacé. « Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais si je dois reconstruire quelque chose, il faut que ce soit authentique. Pas une imitation du passé, pas un décor forcé. J'ai besoin que ce lieu reflète qui je suis maintenant. » Julie répliqua doucement, « Et qui tu es maintenant n'inclut pas vraiment ma place. » Le silence qui suivit dura longtemps. Paul se leva, fit quelques pas vers la cheminée et dit enfin, « Je ne sais pas encore. J'essaie de comprendre. » Julie baissa les yeux, consciente qu'elle n'avait pas l'énergie de lutter contre une quête intérieure qui ne la concernait pas directement. Dans les jours qui suivirent, elle décida de se mettre en retrait.
Elle passait moins de temps à la maison, cherchant des activités à l'extérieur, tandis que Paul poursuivait son travail de réappropriation. Il s'attaqua à la chambre d'amis qu'il transforma en un petit bureau personnel. Il repeignit un mur dans une teinte plus chaude, installa des étagères pour ses dossiers, accrocha une carte ancienne du Rhône. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une satisfaction véritable, presque enfantine, en voyant un espace répondre à ses propres choix. Mais ce tournant ne se limitait pas à l'organisation matérielle. Paul commença à s'interroger plus sérieusement sur ses propres désirs. Il réalisa qu'il avait passé des années à fonctionner par inertie, à suivre un rythme dicté par ses obligations, sans se demander ce qu'il voulait réellement. La maison, paradoxalement, devenait le miroir de cette recherche. Il comprenait désormais que ce n'était pas seulement un lieu figé dans le passé, c'était aussi un terrain où il pouvait tester sa capacité à se reconstruire. Un soir, il invita Julie à s'asseoir dans son nouveau bureau. « Je voudrais te montrer quelque chose », dit-il en lui tendant un dossier. À l'intérieur se trouvaient quelques esquisses qu'il avait réalisées, maladroites mais sincères. Des idées pour réorganiser la cuisine, pour transformer le grenier en espace de lecture, pour ouvrir une porte vers le jardin. Julie parcourut les feuilles avec un mélange d'étonnement et de mélancolie. « Tu te remets à dessiner ?» demanda-t-elle. Paul répondit. « Je ne suis pas architecte, mais j'ai besoin de réfléchir à ce que j'aimerais ici, pas à ce que quelqu'un d'autre a décidé. » Julie posa les feuilles sur la table et murmura. « Je comprends. Mais je crois que je ne fais pas partie de ces dessins. » Paul voulut protester, mais il comprit en voyant ses yeux que ces paroles n'étaient pas une attaque, mais un constat lucide. Ce fut le véritable tournant. Julie, peu après, annonça qu'elle avait besoin de s'éloigner quelques jours supplémentaires. Elle expliqua calmement qu'elle voulait réfléchir, qu'elle ne pouvait plus ignorer la sensation d'être étrangère dans cette maison. Paul, cette fois, n'essaya pas de l'en dissuader. Il comprit que sa quête personnelle avait créé une fracture entre eux et que forcer Julie à rester ne ferait qu'aggraver la situation. Après son départ, il resta seul plusieurs jours, confronté au vide sonore de la maison. Mais ce vide ne l'effraya pas. Il se mit à ranger, à réorganiser, à écrire des notes sur ce qu'il voulait transformer. Ce n'était pas une fuite dans le passé, mais une tentative de projeter un avenir. Et, pour la première fois depuis longtemps, il sentit une paix fragile émerger en lui. Le tournant émotionnel s'était produit. Paul n'était plus prisonnier de ce que la maison représentait. Il avait commencé à lui donner un nouveau sens. Mais ce mouvement, libérateur pour lui, signifiait aussi que la place de Julie devenait incertaine. Et cette incertitude, il le savait, allait déterminer la suite de leur histoire. Le retour de Julie après son séjour prolongé fut marqué par une étrange tenue. Elle entra dans la maison avec ses valises, mais son regard ne portait pas la curiosité habituelle de quelqu'un qui retrouve son espace. Elle se contenta de saluer Paul d'un ton neutre, puis monta déposer ses affaires dans la chambre. Paul l'attendit en bas, assis dans le salon. Il avait préparé ce moment depuis plusieurs jours, repassant dans sa tête les mots qu'il voulait dire, mais lorsqu'elle redescendit, il resta silencieux, frappé par la distance qu'il lisait dans ses gestes. Ils dînaient ensemble ce soir-là, mais la conversation se limita à des banalités. Ce fut Julie qui, la première, osa ouvrir une brèche. « Je vois que tu as continué à changer des choses. » Paul hocha la tête. « Oui, j'avais besoin d'avancer. » Elle posa sa fourchette, le regard fixe. « Et moi, Paul, est-ce que tu avais besoin que j'avance avec toi ?» Cette question, posée sans agressivité mais avec une gravité claire, mit fin à toute esquive possible. Paul resta un moment sans voix, puis répondit « Je crois que je n'ai pas su te donner ta place, parce que je ne savais même pas encore où était la mienne. » Le lendemain, Julie passa la journée à ranger ses affaires. Pas dans le sens d'un départ immédiat, mais comme si elle voulait vérifier ce qui lui appartenait encore dans cette maison. Chaque objet qu'elle tenait entre ses mains semblait peser plus lourd qu'il ne l'était en réalité. Paul la regardait de loin, incapable de l'aider. Il savait déjà ce qui se dessinait, mais il laissait venir les mots de Julie, conscient qu'il devait naître d'elle. En fin de journée, elle s'assit face à lui dans le salon. Le soleil déclinait derrière les grandes baies vitrées, projetant une lumière dorée sur les murs. « Paul, je ne vais pas tourner autour du pot. Je crois que je ne peux pas continuer ici. Pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que cette maison ne sera jamais la mienne. Et toi, tu as besoin de la reprendre pour toi, pas de la partager avec quelqu'un qui lutte contre ces murs. » Ces mots tombèrent avec une clarté désarmante. Paul prit une inspiration lente. Il ne protesta pas, ne chercha pas à la convaincre du contraire. Il savait qu'elle disait vrai. « Je comprends », répondit-il simplement. Il tendit la main et elle la serra avec une douceur qui n'avait rien de dramatique.
Ce n'était pas une rupture violente, mais une séparation lucide, presque apaisée. Ils avaient tenté, et ils savaient désormais que ce n'était pas suffisant. Les jours suivants, ils organisèrent le départ de Julie avec calme. Elle trouva un petit appartement en ville, qu'elle visita seule et accepta immédiatement, soulagée par ses dimensions modestes et son anonymat. Paul l'aida à transporter ses cartons, sans un mot de trop. Chaque trajet en voiture renforçait en eux l'idée que c'était la bonne décision. Le dernier jour, lorsqu'elle referma la porte derrière elle, ils échangèrent un dernier regard. Pas de promesse d'avenir, pas de rancune, seulement une reconnaissance silencieuse d'avoir essayé. Paul retourna seul dans la maison. Le silence l'accueillit avec une intensité nouvelle. Mais cette fois, il ne le perçut pas comme une oppression. C'était un silence qui lui appartenait, un espace vide qu'il pouvait remplir de ses propres choix. Il passa la première soirée à marcher d'une pièce à l'autre, comme pour redécouvrir chaque volume. La maison n'était plus le théâtre d'un conflit. Elle était devenue le miroir de son propre cheminement. Il passa les semaines suivantes à poursuivre sa réorganisation. Il finalisa son bureau, aménagea un coin lecture dans le grenier, planta de nouvelles fleurs dans le jardin. Mais ce n'était pas seulement une question d'aménagement. Chaque geste renforçait son sentiment de retrouver une forme de stabilité intérieure. Il savait qu'il n'avait pas encore toutes les réponses, mais il avait pris une décision claire. Il devait vivre seul ici pour comprendre ce que la maison pouvait encore lui apporter. Un soir de printemps, alors qu'il dînait seul dans la salle à manger, il repensa à Élise. Pas avec nostalgie douloureuse, mais avec une curiosité apaisée. Il se demanda si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait dans son nouvel appartement, si elle avait réussi à se libérer autant que lui tentait de le faire. Il sourit en pensant que, malgré leur séparation, ils continuaient d'être liés par cette maison, comme deux auteurs qui avaient écrit le même livre mais choisi de tourner la page chacun à leur manière. La décision était prise. Julie n'était plus là, et il n'allait pas chercher à la retenir. Il n'allait pas non plus essayer de remplir ce vide trop vite par une nouvelle présence. Il avait besoin d'habiter sa solitude, de l'apprivoiser, pour que la maison cesse enfin d'être un champ de bataille intérieure. C'était une étape décisive, presque une renaissance. La maison, autrefois lourde de souvenirs et de tensions, devenait désormais le lieu d'une reconstruction intime. Et Paul savait qu'il avait franchi un point de non-retour. Il ne cherchait plus à comparer, ni à imiter, ni à effacer. Il cherchait seulement à être en accord avec lui-même. Le départ de Julie avait laissé la maison dans un état de calme particulier, presque suspendu. Paul, désormais seul, continuait à y vivre avec une rigueur tranquille, mais il savait qu'il n'avait pas l'intention d'y rester indéfiniment. Chaque geste qu'il accomplissait semblait le rapprocher d'une décision qu'il avait longtemps repoussée, vendre la maison. La pensée, autrefois insupportable, lui paraissait aujourd'hui naturelle. Il avait fini par comprendre que, même en la transformant, il ne parviendrait jamais à effacer le poids de son origine. Et surtout, il ressentait le besoin d'un nouveau départ, loin de ce décor trop chargé d'écho. Il contacta un agent immobilier au début du printemps. Ensemble, ils firent le tour des pièces pour préparer l'annonce. L'homme, enthousiaste, ne cessait de répéter « Cette maison est exceptionnelle. La lumière, les volumes, la qualité des matériaux. Elle trouve preneur très vite. » Paul l'écoutait sans émotion, observant les murs comme on observe un paysage une dernière fois avant de partir. Il savait qu'il ne pouvait pas se laisser envahir par la nostalgie. Pendant que la maison entrait dans le circuit des visites, Élise, de son côté, continuait à bâtir sa nouvelle vie dans son appartement du centre. Ses journées s'étaient remplies de projets divers. Collaborations professionnelles, soirées entre amis, balades solitaires dans les rues animées. Elle avait trouvé une sérénité qu'elle ne soupçonnait pas. Un soir, une ancienne connaissance lui parla de la mise en vente de sa maison. La nouvelle la surprit, mais ne l'attrista pas. Au contraire, elle ressentit une curiosité tranquille. Elle décida, sans en parler à personne, de retourner dans le quartier pour voir de ses propres yeux. Un après-midi, elle se rendit discrètement dans l'avenue bordée d'arbres où la maison s'élevait. Elle resta de longues minutes sur le trottoir opposé, observant la façade. Les volets étaient ouverts, les fleurs du jardin entretenues, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère. La maison semblait attendre, disponible, prête à accueillir une autre histoire. Élise sourit doucement. Elle ne ressentit ni regret ni douleur, seulement une forme de reconnaissance silencieuse. Elle murmura pour elle-même « Nous avons fait notre part. Maintenant, c'est à d'autres. » Puis elle s'éloigna, sans chercher à entrer, convaincue que ce dernier regard suffisait. Paul, de son côté, vécut avec un mélange d'appréhension et de soulagement les premières visites. Des couples, des familles, des curieux défilaient dans les pièces.
chacun posant des questions pratiques, imaginant leurs meubles, projetant leurs habitudes. Paul se tenait à l'écart, laissant l'agent mener la visite, mais il observait attentivement les réactions. Un jeune couple s'émerveilla devant la luminosité du salon. Une femme seule parut séduite par l'idée de transformer l'atelier en bureau d'artiste. Chaque regard porté sur la maison lui confirmait que l'histoire continuait, qu'elle n'allait pas rester figée dans sa mémoire. Un soir, après une visite particulièrement animée, Paul resta assis dans le jardin, face à la façade éclairée par les dernières lueurs du jour. Il sentit une paix inhabituelle. Il avait longtemps cru que quitter la maison reviendrait à perdre une part de lui-même. Mais il découvrait maintenant que le véritable attachement ne résidait pas dans les murs, mais dans ce qu'il avait appris à travers eux. La maison avait été un passage, non une fin. Élise, dans son appartement, recevait au même moment des amis pour un dîner. L'ambiance était joyeuse, légère, ponctuée de rires. L'un de ses invités complimenta la chaleur de son intérieur. « On se sent bien ici, Élise. C'est simple, mais on a envie d'y rester. » Elle sourit, consciente que ce compliment contrastait avec ce qu'on lui disait autrefois dans la grande maison. Elle avait réussi à créer un espace qui lui ressemblait vraiment, sans chercher la perfection. Elle leva son verre et répondit « C'est peut-être ça, le vrai luxe, être chez soi dans chaque détail. » Ses invités acquiescèrent et elle se sentit pleinement à sa place, chose rare dans le passé. Les trajectoires de Paul et d'Élise semblaient désormais courir parallèlement, sans se croiser mais sans s'opposer. Chacun avait trouvé une forme d'équilibre, même si cet équilibre passait par la séparation et le détachement. Il n'avait pas besoin de se revoir pour confirmer cette évolution. La maison, par sa mise en vente, symbolisait déjà ce point final partagé. Lorsque l'agent lui annonça qu'une offre sérieuse avait été déposée, Paul ressentit une émotion complexe. Un pincement, bien sûr, mais aussi un immense soulagement. Il signa les premiers documents avec une main ferme, conscient qu'il franchissait une étape décisive. La maison allait bientôt appartenir à d'autres, et il n'en avait plus peur. La nouvelle se diffusa rapidement. Des connaissances communes en parlèrent à Élise, qui accueillit l'information avec un sourire. Elle n'avait plus besoin de cette maison pour définir qui elle était. Elle avait appris, elle aussi, à avancer. Une nouvelle phase s'ouvrait ainsi pour tous les deux. Ni Paul ni Élise ne cherchaient à revenir en arrière. Chacun poursuivait sa route, porté par la conviction d'avoir transformé une séparation en un apprentissage. Et dans ce mouvement parallèle, la maison, silencieuse, continuait de les unir sans les retenir. Le printemps s'installait pleinement lorsque la maison fut officiellement mise en vente. L'agent immobilier, ponctuel et efficace, organisa une série de visites avec un enthousiasme presque contagieux. Paul, désormais détaché mais attentif, laissait faire, restant souvent en retrait pour observer les réactions des visiteurs. La demeure, silencieuse, semblait se prêter à ces nouvelles présences avec une dignité calme, comme si elle acceptait enfin de se préparer à une autre histoire. Un samedi matin, une famille se présenta, un couple d'une trentaine d'années accompagné de leur petite fille. La fillette, vive et curieuse, courait déjà sur l'allée avant même que ses parents n'aient franchi le portail. L'agent les accueillit avec un sourire. « Bienvenue, vous allez découvrir un lieu unique. Cette maison a été construite par un architecte passionné et chaque détail raconte quelque chose. » Paul, posté discrètement à l'écart, entendit ces mots avec une émotion contenue. Il savait qu'ils étaient vrais et que désormais, il devait les laisser résonner pour d'autres. La visite commença dans le salon, baignée de lumière. La petite fille se précipita vers la grande baille vitrée et posa ses mains contre la vitre. « Regarde, maman, on voit tout le jardin !» s'exclama-t-elle. La mère sourit, visiblement séduite par la clarté de l'espace. Le père, plus pragmatique, posait des questions sur l'isolation, la qualité des matériaux, les rénovations possibles. L'agent répondait avec précision, mettant en valeur l'harmonie générale et la solidité de la construction. Ils montèrent ensuite à l'étage, découvrant les chambres aux proportions généreuses. La petite fille ouvrit les portes des placards comme si elle cherchait déjà à y cacher ses jouets. Dans l'ancienne chambre principale, elle s'allongea sur le parquet et déclara avec l'assurance innocente des enfants « Je veux dormir ici ». Les parents échangèrent un sourire complice, amusés par son enthousiasme. Mais c'est en entrant dans l'atelier qu'un moment particulier se produisit. La pièce, restée simple mais imprégnée d'une mémoire discrète, accueillit la famille dans une lumière douce. Le père observa les traces d'encre et de peinture sur la table et demanda « C'était un espace de travail ?» L'agent hocha la tête. « Oui, l'architecte qui a conçu la maison travaillait ici. C'est une pièce chargée de créativité. Elle a vu naître beaucoup d'idées. » La mère s'approcha de la fenêtre, caressa le rebord et dit doucement « On sent que cette maison a été pensée avec soin. »
Ce n'est pas seulement un toit, c'est un lieu qui invite à vivre. La visite se poursuivit dans le jardin, où la petite fille courait déjà d'un massif à l'autre, découvrant chaque recoin comme un trésor. Elle ramassa une fleur tombée et la tendit à sa mère. « On pourra planter d'autres fleurs, hein ?» Sa voix claire résonna dans l'air, donnant au lieu une vitalité nouvelle. Paul, qui les observait de loin, sentit une chaleur étrange envahir sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, il vit la maison animée par une énergie qui ne lui appartenait plus, mais qui lui donnait un sens nouveau. À la fin de la visite, la famille resta quelques instants dans le salon. La mère s'adressa à l'agent. « C'est un endroit où je me projette facilement. On sent qu'il a une histoire, mais qu'il peut accueillir la nôtre. » Le père acquiesça, ajoutant avec pragmatisme. « Tout dépendra du prix, bien sûr, mais l'impression est très positive. » L'agent, ravi, prit note de leur intérêt. Avant de partir, la petite fille se tourna une dernière fois vers Paul, qu'elle avait à peine remarqué jusque-là, et lui lança d'une voix spontanée. « Monsieur, votre maison est belle. On dirait qu'elle attend quelqu'un. » Paul lui sourit, incapable de répondre. Il se contenta d'incliner légèrement la tête, comme pour remercier cet aveu simple qui contenait plus de vérité que toutes les analyses. Lorsque le portail se referma derrière eux, Paul resta seul dans l'allée. Il leva les yeux vers la façade et murmura « Tu as encore beaucoup à donner. » Il n'était plus question de possession, de passé ou de regret. Il voyait désormais cette maison comme une entité indépendante, prête à écrire une nouvelle histoire avec d'autres voix, d'autres rires, d'autres habitudes. Quelques jours plus tard, l'agent confirma que la famille souhaitait déposer une offre sérieuse. Paul accepta avec calme, sans hésitation. Les démarches administratives commencèrent et il sentit chaque signature comme un pas de plus vers sa propre libération. Il n'avait pas perdu quelque chose. Il transmettait. Élise, informée par une connaissance commune, apprit que la maison avait trouvé de nouveaux acquéreurs. Elle sourit, se souvenant de la soirée où elle avait regardé la façade une dernière fois depuis le trottoir. Elle n'éprouva aucune tristesse, seulement la certitude que l'histoire était bouclée. Elle aussi avait avancé, et la maison, en changeant de main, scellait symboliquement leur séparation définitive. Le jour où Paul remit les clés, il entra une dernière fois dans le salon. La maison était vide, mais elle n'avait rien de froid. Au contraire, elle semblait respirer une attente douce. Il fit le tour une dernière fois, caressa le mur de l'atelier, ouvrit une fenêtre pour laisser entrer l'air. Puis il posa les clés sur la table, se retourna et franchit la porte. Dans les semaines qui suivirent, la maison accueillit sa nouvelle famille. Le rire de la fillette résonna bientôt dans les couloirs, les repas animés remplirent la salle à manger, de nouvelles couleurs apparurent aux fenêtres. Les murs, silencieux mais attentifs, continuaient de raconter, non plus l'histoire d'Élise et de Paul, mais celle d'une autre génération. Car les maisons, vides ou habitées, ne mentent jamais. Elles gardent les traces de ceux qui les traversent, mais elles savent aussi accueillir ceux qui viennent après. Cette maison, qui avait porté les choix et les absences d'un couple, devenait à présent le berceau d'une nouvelle histoire, prête à se remplir d'élan, d'avenir et de promesses.